Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, d'abord, je voudrais vous remercier pour vos mots, Monsieur le Président. Et au moment de passer le relais à Jonas Haddad, je voudrais revenir sur quelques points de la politique qui a toujours constitué une priorité régionale et que j'ai eu l'honneur de pouvoir mener à vos côtés depuis 10 ans, le faire en répondant aux différents propos qui ont été tenus, puisque depuis 10 ans, avec une liberté d'action totale, avec le soutien politique de la majorité territoriale, je le crois, nous avons pu démontrer que la volonté politique et des choix politiques assumés permettaient de faire bouger les lignes. C'était le cas il y a pratiquement 10 ans maintenant, avec une des premières politiques régionales que nous avions déployé, c'était au Havre, c'était le Grenelle de l'apprentissage. Et c'était un moment où le moins que l'on puisse dire, c'est que l'image de l'apprentissage était profondément dégradée. C'était il y a 10 ans, et pourtant, il y a 10 ans, un inspecteur de l'éducation nationale de l'Eure affirmait, écrivait même, qu'il ne fallait pas orienter les élèves de 3e vers l'apprentissage et que si on ne le faisait pas pour eux, il fallait le faire pour la nation. C'était ces mots, et c'est dans ce contexte que nous avions lancé le Grenelle de l'apprentissage avec 23 mesures très concrètes qui ont permis, dans ce contexte d'image dégradée de l'apprentissage, eh bien, d'augmenter de plus de 20% le nombre d'apprentis dans les CFA, et ce, alors même que la courbe démographique commençait à fléchir. Et je crois que ces résultats ont démontré en effet que la volonté politique, grâce à la mobilisation de la majorité des services de la région que je veux remercier aujourd'hui, ont permis de faire bouger les choses. Aujourd'hui, la loi du 5 septembre 2018, comme les nombreux discours, convergent pour dire qu'il s'agit là d'une voie d'avenir et d'excellence. Mais à l'époque, il faut bien le dire, nous étions peu nombreux à affirmer ce discours. Sur la formation, je voudrais rassurer Laurent Beauvais. Lorsque nous avons commencé ce mandat, il y avait le plan 500 000 qui était lancé en urgence par la majorité socialiste à l'époque pour essayer de faire reculer les chiffres du chômage. C'était l'époque où on inscrivait des formations qui n'avaient pas beaucoup de sens, en tout cas qui étaient totalement déconnectées de l'objectif d'insertion professionnelle, mais qui avaient comme objectif, en effet, de travailler les chiffres du chômage à la baisse. Dans l'urgence, nous avions dû, en effet, ouvrir des formations sans qu'il y ait une réflexion qualitative. C'est alors que nous avons changé, et changé, je crois, profondément, les politiques de formation en les connectant au bassin d'emploi. Nous l'avons fait sans jamais fléchir sur notre ligne. Nous avons bénéficié, il faut le dire, du plan investissement compétences, qui a été une bonne politique de l'État, qui a permis aux régions d'expérimenter de nouveaux dispositifs et qui leur a permis, notamment pour la région Normandie, d'augmenter l'indemnité des stagiaires de la formation, de lever un certain nombre de freins à la mobilité. Donc non, Monsieur Beauvais, nous ne baissons pas les bras. Et si aujourd'hui nous avons une délibération qui revoit le socle de la région de 97 à 85 millions, c'est avec la participation constante de l'État et avec aussi la réalité qui a changé sur le front du chômage. On ne peut pas traiter une politique de formation de la même manière que l'on soit à 12% de taux de chômage ou dans certains bassins d'emploi de la région à 4,5 ou 5%, parce qu'il est évident qu'il y a des publics qui restent à aller chercher, qui sont plus éloignés de l'emploi et qui supposent des parcours construits qui soient des parcours plus complexes, mais en effet, la voilure ne peut pas être la même sur nos politiques de formation et c'est ce que nous présenterons dans cette assemblée plénière avec la nouvelle stratégie régionale de la formation professionnelle. Lorsque nous avons mis en place le dispositif pour les kinés, nous avions été très critiqués par la volonté politique de la région qui consistait pourtant à rembourser a posteriori les études des kinés et de faire en sorte qu'ils puissent s'installer dans les zones très sous-dotées ou en exercice salarié. Cette politique, elle a tellement porté ses fruits qu'elle a été aujourd'hui une source d'inspiration pour l'État qui a repris purement et simplement le dispositif de la région et qui d'ailleurs justifie aujourd'hui que nous ne puissions plus le pérenniser, mais elle a concrètement permis à des kinés de s'installer en zone très sous-dotée. Et c'est cette même logique de volonté politique, de choix assumé, qui nous a conduit à revoir le financement des missions locales sur lesquelles vous nous avez interpellés à plusieurs reprises. Je veux le dire ici, il s'agit à la fois de l'intérêt de la jeunesse et de l'intérêt des territoires
que, à budget constant pour l'année prochaine, faire en sorte en effet que les projets soient davantage financés que le fonctionnement des missions locales, que l'émulation sur les territoires, que des projets nouveaux puissent ainsi émerger, et c'est ce qui a marqué la ligne politique de la région sur ce sujet. Nous l'avons fait enfin sur l'orientation. Il y a un rapport aujourd'hui de la Chambre régionale des comptes, je voudrais en dire un mot, parce que cette jeune agence de l'orientation qui a dû être créée après une évolution législative de 2018, elle a en effet tissé de nombreux liens avec les acteurs économiques, les branches, les filières, ce qui lui a été reproché curieusement dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, alors qu'il s'agit là même d'une des conditions du succès de l'agence que de pouvoir tisser avec le monde économique en particulier des relations qui soient à la fois fortes, denses et qui permettent aux jeunes de pouvoir multiplier les expériences d'immersion professionnelle. Nous avons bien conscience que la pénétration de l'agence dans les collèges est beaucoup plus aisée aujourd'hui que dans les lycées, comme d'ailleurs le dit la Chambre régionale des comptes, mais nous y travaillons et le dernier salon de l'orientation qui a eu lieu à Rouen a rencontré un vrai succès avec 30 000 jeunes qui sont venus tout au long des 3 journées connaître des métiers très concrètement avec des lycéens qui sont venus dans la journée du samedi avec leurs parents. Je vois en réalité dans ces limites, parfois les limites législatives, le temps viendra où il faudra clarifier clairement les compétences sur le champ de la formation comme sur le champ de l'orientation, tant les acteurs sont nombreux, tant les frontières sont ténues et qu'il faudra en effet assumer que les collectivités, et c'est ce que je retiens de ces 10 années, ont la capacité à faire bouger les choses, là où l'État s'est bureaucratisé. Un seul chiffre: l'État consacre chaque année 6% du PIB pour l'éducation, c'est 5,3% en moyenne dans les autres pays de l'Union européenne, et depuis 10 ans on dégringole de tous les classements avec un élève de CM2 sur 3 aujourd'hui qui est en difficulté sur la lecture, 1 sur 2 qui ne sait pas procéder à des opérations de tout à fait simples en mathématiques, et c'est cette période aussi de 10 ans où le code de l'environnement est passé de 100 000 mots à 1 million de mots, où le code de l'urbanisme a été multiplié par 3, et donc je lis aussi dans cette expérience le fait que les collectivités font bouger les lignes là où l'État complexifie, bureaucratise ses politiques sans atteindre des résultats. Les choix politiques assumés qui sont les nôtres, ils le sont sur l'énergie. Je ne reviens pas sur les débats que nous avons à longueur de plénière sur la question du nucléaire, mais c'est un choix qui est en effet totalement assumé, de la même manière que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous poussons à ce que le développement des énergies marines renouvelables, et je pense en particulier à la filière hydrolienne, puisse connaître en effet son épanouissement dans la région grâce à une évolution législative et réglementaire qui le permette réellement. Choix politique assumé en effet pour être aux côtés des territoires lorsqu'ils ont affirmé à juste titre que le zéro artificialisation nette était en effet un frein complet au développement, conscient de la nécessité d'être sobre sur le plan foncier et de préserver nos côtes et nos paysages. Nous sommes également aux côtés des territoires qui ont le droit de se développer, et le nouveau texte Trace, Monsieur l'Orphelin, est un texte qui permet d'apporter la souplesse nécessaire aux territoires pour se développer. Le choix politique assumé de notre part, il l'est aussi sur le versement mobilité. Je veux le dire avec une expérience sur ce sujet. Si les intercommunalités n'ont pas d'autre choix que de lever cet impôt pour pouvoir financer des politiques de mobilité, c'est néanmoins conscient que cet impôt est un impôt injuste. Puisque toute entreprise de plus de 11 salariés ou toute collectivité de plus de 11 salariés y est soumise, quel que soit son bénéfice. Plus vous avez de salariés, plus vous êtes soumis à l'impôt, y compris si vous n'êtes pas du tout rentable. Et c'est donc un impôt qui vient frapper précisément les entreprises qui recrutent le plus. Et il faut le rappeler, cette réalité sur le versement mobilité. Donc encore une fois, si c'est le seul levier fiscal qui existe pour que les territoires comme le mien dans le Cotentin puissent développer un réseau de mobilité, il était en effet hasardeux, voire totalement contre-productif, de lever de nouveau cet impôt à l'échelle régionale au moment où les défaillances d'entreprises progressent fortement, au moment où les signaux faibles sur le ralentissement économique de notre pays se multiplient, que de lever cet impôt. Enfin, je voudrais dire un mot sur ce que M. Beauvais disait sur le cœur de métier de la région.
Oui, je crois que nous pouvions être fiers collectivement d'être allés sur le terrain de la santé. Nous pouvons l'être, et je voudrais citer un seul exemple. Il y a 3 semaines, le président de région est venu à Saint-Lô pour poser la première pierre de l'unité de stérilisation de l'hôpital privé de la Manche, donc à Saint-Lô, qui est un hôpital qui a bénéficié de 2 dispositifs de la région et qui aujourd'hui aurait disparu si la région n'avait pas été au rendez-vous. D'une part, le plan régional d'investissement dans les établissements de santé. Les 200 millions, ils sont concrètement utiles pour acheter du matériel que l'État ne peut plus financer seul, et que d'autre part, le dispositif ARM, qui sera malheureusement probablement davantage sollicité dans les semaines et les mois qui viennent, est un dispositif qui a permis de sauver l'hôpital. Dans cet hôpital, nous avons échangé avec les salariés, il y en a 140, il y a 30 praticiens libéraux pour 113 lits et donc 80 en chirurgie. Eh bien, cet hôpital aurait disparu. Là, ils le disaient, tous ces personnels, ils n'auraient pas pu faire face à cette situation si la région n'avait pas été à leur côté. Donc oui, je crois que nous pouvons assumer que même quand ce n'est pas notre cœur de métier, mais que c'est la préoccupation de nos concitoyens, que c'est utile pour nos concitoyens, et bien que de pouvoir aller sur des terrains comme ceux-là. Et c'est donc avec cette boussole de la volonté politique, de choix politiques qui sont assumés, qui sont différents des vôtres, mais nous l'assumons, que nous continuerons à agir, conscients que les défaillances de l'État et son incapacité parfois cruelle à agir nous imposent encore plus d'accélérer sur nos politiques. Je vous remercie de votre attention.